Monsieur Michel Vessier, vous êtes directeur général des services de Bordeaux Métropole. La première question que je vous pose, quelle est votre définition, à vous, de l'éthique? Bonjour, c'est une question compliquée, hein. L'éthique, je vais dire, c'est quelque chose de, par définition, de très personnel, parce que c'est finalement une relation entre des valeurs et une personne. L'éthique, c'est pas un code qui s'appliquerait, c'est comment une personne dans une situation, en l'occurrence professionnelle, parce que je pense qu'on va parler de l'éthique professionnelle ou de l'éthique en situation professionnelle, c'est comment une personne qui assume des responsabilités, en tout cas pour un directeur général ou pour un directeur tout court, assume certaines valeurs dans la gestion de ses fonctions et entend faire de ces valeurs à la fois l'horizon de sa pratique et puis les limites de ce qu'il ne faut pas dépasser, au-delà desquelles il n'y a plus de comportement éthique et en quelque sorte il n'y a plus finalement la personne qui porte ces valeurs. Alors, je pourrais dire un peu comme un peu à la manière de Ricoeur que l'éthique professionnelle, c'est une sagesse pratique qui permet de se positionner. Voilà la définition en quelque sorte que je pourrais faire de l'éthique, ou en tout cas comment moi je vois l'éthique dans l'exercice de ma profession. Merci. Alors, vous dites, une sagesse pratique. Est-ce que cette sagesse s'acquiert? Alors, je pense que l'éthique, c'est la rencontre de peut-être de plusieurs choses. C'est à la fois des valeurs qu'on porte, et alors, on ne les porte pas à la naissance, mais elles s'acquièrent, là, ces valeurs, ou en tout cas, on n'acquiert pas des valeurs, mais elles, elles sont constituées, elles sont l'objet elles constituent le cadre de référence. Et à la fois, il y a quelque chose qui, en ce qui me concerne, est un peu permanent guide mon expérience, ma vie professionnelle. Et puis en même temps, elle se forge, confrontée au creuset de la vie, de l'expérience professionnelle, ces valeurs, elles évoluent. Donc, pour dire les choses un peu différemment, je porte des valeurs qui s'accrochent, qui se raccrochent à des valeurs humanistes. Bon, mais elles n'ont peut-être pas les mêmes couleurs, la même forme que celle qu'il y avait 20 ans, mais ou 30 ans ou 40 ans, parce que je commence à avoir un âge un peu, un peu avancé. Mais c'est toujours autour des mêmes choses, quoi. C'est ce qui me fonde dans ma valeur, dans mon éthique, c'est la place de l'autre, c'est la place qu'on laisse à l'autre. Alors cette place, elle a évolué et la manière dont je conçois l'autre a évolué, mais c'est toujours cette permanence qui est là, c'est la place de l'autre, quoi. Et finalement, l'éthique me réfère à cet autre. Voilà, quelle place je lui donne, euh, quelle, euh, quelle est la vision que j'ai de lui, comment je l'appréhende de cet autre, quoi. Voilà. Et ça, Mmh. c'est des valeurs qui sont permanentes. Mmh. Donc, la place de l'intersubjectivité et de l'autre. Lorsque, cette place n'est pas laissée à l'autre, que se passe-t-il pour vous? Eh ben, lorsque je ne suis pas capable de laisser la place à l'autre, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce que c'est quelque part en niant la place de l'autre, je nie ma propre altérité. C'est ça un peu l'enjeu de l'éthique, c'est que si je ne reconnais pas l'autre, je nie ce que je suis. Et ça, c'est un conflit assez fréquent dans des fonctions de direction. L'éthique, c'est aussi comment on est capable d'assumer un certain nombre de contradictions et en l'occurrence, comment j'assume le fait que dans certaines de décisions, je nie la place de l'autre. Voilà. Alors,
Si c'est un régime permanent, eh bien, je ne suis pas bien. Si c'est un régime un peu exceptionnel, je l'assume. Mais le rapport à l'autre conditionne aussi la place qui est la mienne et le bien-être qui peut être le mien aussi. Mmh. En cas de conflit, éthique, hein, ou conflit de valeurs, ce que vous dites, là, ce que vous exprimez, quelle est, pour vous l'attitude à adopter? Vous dites: Euh, «Je me sens pas bien». Qu'est-ce qu'on fait de se sentir pas bien? ben, on essaie de s'en sortir. On essaie de s'en sortir. Je pense qu'il faut accepter quand on est en position de prendre des décisions. Il faut accepter ces situations de conflit. Il faut essayer bien sûr de les éviter, de les écarter, mais il faut les accepter. Il faut accepter de se remettre en question. Il faut accepter qu'à certains moments aussi, on doit assumer des positionnements qui ne sont pas tout à fait conformes ce qu'on pourrait être. L'essentiel, c'est de les objectiver, d'essayer de comprendre pourquoi on en est là, pourquoi on doit faire des choix. Je pense notamment quelquefois à des procédures disciplinaires qui mettent en face de situations éthiques où, malgré tout l'intérêt qu'on peut porter à l'autre, eh bien, on va privilégier l'intérêt du service au détriment de l'intérêt d'une personne. Hein. C'est une décision qu'on prend qui est euh, euh, équitable pour les services et totalement inéquitable pour l'argent. Mais quelquefois, vouloir tenir les deux, la vie devient impossible pour tout le monde. Voilà. Donc, Mmh. il faut assumer aussi qu'à certains moments, on prend des décisions qui sont injustes. Il ne faut pas les revendiquer en tant que telles et s'en satisfaire, mais se dire que là aussi, ça fait partie quelquefois, et il faut pouvoir le dire. Pas plus tard qu'hier, je peux vous citer une situation où, pour résoudre un conflit entre deux institutions, dont la nôtre, j'ai dû expliquer à un directeur que dans l'intérêt du service, je devais le changer d'affectation, mais que j'avais conscience que pour lui, c'était une situation totalement injuste et que je pense que la décision que je prends est injuste, mais je dois le lui dire et dois lui expliquer et lui dire que j'assume l'injustice qui est la mienne. Et je crois que ce qui serait contraire à mon éthique, ça serait de chercher des explications qui n'en sont pas et de faire croire à l'autre que pour son bien, j'ai pris une décision. Non, c'est pas forcément pour son bien. Ça lui fait mal et je dois l'assumer, mais voilà, c'est comme ça. Mais la valeur pour moi, c'est de pouvoir expliquer les choses sans pouvoir résoudre ce conflit qui m'habite et que je dépasserai évidemment. Mmh. Mais voilà, c'est aussi pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Mmh. Alors, vous dites que, vos valeurs, votre éthique a évolué dans le temps, avec l'expérience, en se frottant, au réel et aux situations auxquelles, vous êtes confrontés. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut former à l'éthique? Moi, je n'ai pas bénéficié de formation particulière à l'éthique, mais je crois que ça devrait, cet élément-là, ce rapport à l'autre, cette relation éthique, et je crois qu'elle doit pouvoir s'apprendre. Et je pense qu'on devrait l'intégrer dans des cursus de formation. Moi, mes formations sont derrière moi et je pense que ces sujets-là n'étaient pas intégrés dans la dimension managériale. Finalement, on disait à chacun débrouille-toi avec tes valeurs, quoi. Hein, tu vas te débrouiller, tu fais comme tu le sens, quoi. Bon. Et je pense que aujourd'hui, on doit former à ces questions-là, qui sont les questions du sujet. J'ai été, moi, je vais dire presque élevé, tant que fonctionnaire, à la question de l'effacement du sujet. Ce qu'on demandait finalement à un fonctionnaire, c'était de s'effacer derrière sa fonction. On disait par exemple, dans une note, il ne faut jamais dire je. Ben, s'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'éthique. Parce que Mmh. par définition, l'éthique remet le sujet au
au centre du débat. Bon. Et toute une génération de fonctionnaires a été formée là-dessus. Quand on faisait une note de synthèse, on ne disait pas je. Bon. Tout devait être impersonnel. Bon. Un jour, on m'a posé une question sur qu'est-ce que vous attendez d'un cadre A? Et j'ai répondu assez spontanément qu'il puisse dire je et qu'il puisse assumer ce jeu. Voilà. Il ne s'agit pas d'un jeu, d'un ego qui veut s'exprimer à travers la valorisation de je ne sais quoi, mais il s'agit de quelqu'un qui s'assume dans ce qu'il est et qui ose prendre des décisions, qui ose s'assumer ses décisions. Et je pense que ça s'apprend. Ça s'apprend dans une fonction publique. Alors, le privé, je ne le connais pas, je ne connais pas le monde du privé. Mais dans une fonction publique, ça s'apprend à pouvoir dire je, à pouvoir assumer une subjectivité et non pas à toujours se cacher derrière une fonction ou des repères, des références réglementaires ou autres. J'assume une décision que je prends. Surtout que on le sait très bien, au quotidien, on doit assumer des décisions. Donc, pour répondre à votre question, je suis un peu long peut-être, mais pour répondre à votre question, oui, ça s'apprend et on a tort de ne pas apprendre ou de mettre dans les cursus de formation des fonctionnaires des cours d'éthique. Voilà. Alors, ce qui fait un peu peur, c'est que très souvent, on confond l'éthique et la morale. Bon, voilà. La morale, c'est l'application d'un certain nombre de règles qui nous sont nécessaires, parce qu'il n'y a pas non plus de vie collective sans morale ou sans règles morales partagées, sinon ça devient l'anarchie, le règle de la violence. Mais il n'y a pas d'éthique sans morale, mais une morale sans éthique est une morale totalement désincarnée. Alors, ce lien entre morale et éthique fait que on ne veut pas donner des cours, on ne donne pas des cours de morale, quoi. Voilà. Et puis on a connu ça dans certaines époques, voilà, où il y avait la morale du matin. Mais l'éthique, c'est autre chose, quoi. Et il faut apprendre à poser le sujet dans un ensemble de conflits de valeurs. Et ça, je pense que ça s'apprend. Oui, oui. Alors, le jeu, l'éthique, c'est le sujet, c'est pouvoir dire je et assumer. Est-ce que ce n'est pas faire reposer une responsabilité, pardon, trop lourde sur l'agent, sur le sujet? Alors, je pense que non, parce que de toute façon, à un moment donné, on ne peut pas se cacher derrière l'absence de soi, ça n'a pas de sens. Et le rôle d'un directeur général, c'est de permettre l'émergence d'un jeu, mais dans un collectif. Le jeu, il n'est pas seul. Le jeu, il est entouré d'autres personnes. Le jeu, il s'exerce dans un nous. Ce qui serait extrêmement dangereux et trop lourd, c'est de dire il n'y a que des jeux assemblés, juxtaposés les uns à côté des autres. Mais il y a des jeux qui, à un moment donné, forment un nous. Et c'est dans cette relation entre le jeu et le nous que doit se jouer l'enjeu de responsabilité. Mais s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a qu'un nous anonyme, ça devient le on. Or, le on est extrêmement lourd à porter. En fait, quand on y réfléchit, c'est l'anonymat qui devient lourd à porter. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas l'autre dans ses qualités, dans ses difficultés, dans ses capacités, etc. À partir du moment où on pose un jeu, on lui permet aussi de dire qui il est et de se dévoiler de manière extrêmement positive. Donc, ce n'est pas un jeu culpabilisant. Il ne s'agit pas de dire dites-moi qui a fait cette bêtise. C'est pas ça, c'est dans la cour d'école qu'on dit ça, dénoncez-vous. C'est voilà, qui a fait qui a produit ce travail, parce que je veux comprendre pourquoi vous l'avez produit, parce que je veux comprendre ce qu'il y a derrière, parce que j'ai besoin aussi de savoir pourquoi vous avez fait ça, parce que j'ai besoin d'entrer en dialogue et en discussion avec vous. Moi, il m'arrive souvent dans ma pratique professionnelle, quand je reçois des notes, si j'ai besoin d'explications, en général, j'appelle pas le directeur qui a signé, j'appelle le rédacteur. Voilà. Parce que je pense que c'est lui qui. Alors, au début, ça déstabilise parce que c'est un peu dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire, ah, mais pourquoi tu vas chercher le rédacteur et surtout s'il n'est pas cadre A, mais ça m'est égal. Il a écrit, donc il doit pouvoir me donner un certain nombre d'explications. Et en général, j'ai beaucoup plus d'explications quand j'appelle le rédacteur, quand j'appelle celui qui a signé.
parce que Mmh. le rédacteur, il est capable de répondre aux questions que je pose. Alors évidemment, tout dépend comment je vais poser la question. Bon, si je commence à agresser l'autre en lui disant mais pourquoi vous avez écrit ça, évidemment, là on bloque de suite et là le jeu devient extrêmement lourd. Enfin, le Mmh. JE devient extrêmement lourd. Et si la question c'est bon, bah, écoutez, vous m'avez écrit, ben, moi j'ai un certain nombre de questions à vous poser parce que bah, je comprends pas tout. Voilà, je comprends pas tout, hein, et j'ai besoin de vos explications. Et puis je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez m'expliquer. Et on entre dans un dialogue. Et comme pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait deux jeux. Mmh. Est-ce que vous pensez que les chartes, les codes, sont utiles? Alors, d'une manière générale, je pense que pour qu'il y ait non pas seulement des jeux juxtaposés, mais des jeux qui, à un moment donné, entrent en relation et forment un nous apaisé, il faut qu'il y ait des codes, il faut qu'il y ait des chartes, parce que c'est des repères communs. Et heureusement qu'on en a dans l'exercice de nos métiers. Alors, quelquefois, elles nous sont imposées de Mmh. l'extérieur, parce que on pourrait aussi dire que certains éléments du statut de la fonction publique constituent des codes ou des chartes sur le devoir de réserve, sur Mmh. le fait de ne pas prendre de position, enfin c'est la même chose que le devoir de réserve, bon, de ne pas exprimer certaines croyances, etc. C'est aussi c'est des règles, mais qui deviennent aussi des codes, parce que ils demandent plus que l'application des règles, ils demandent à certains moments de faire de vrais efforts et des vrais positionnements. Donc oui, il faut des chartes, oui, il faut des codes, parce que ce sont des repères partagés et qui sont sécurisants. Mmh. Je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de savoir les lignes qu'il ne faut pas franchir, parce qu'elles nous mettent en danger, et on a besoin d'être protégé à certains moments. Alors oui, oui au code, oui, oui aux chartes. Il en existe sur le recrutement, par exemple, Mmh. des chartes du recruteur. Alors certains les vivent comme des empêchements, mais c'est plutôt sécurisant quand on est recruteur de savoir qu'il y a des chartes, et c'est sécurisant aussi pour celui qui est recruté de savoir que certaines questions ne lui seront pas posées parce que ça va le mettre en difficulté, et puis parce que ça ne regarde pas le recruteur. Enfin, voilà, on a besoin de codes et de chartes, oui, bien sûr. Mmh. Mmh. Alors, on évolue dans un environnement qui est, fait de tensions, de rapports de force, de conflits, plus ou moins aigus voilà, alors on peut dire que la période n'est pas toujours, sereine avec en plus un contexte sanitaire. Est-ce que, vous pensez que l'éthique, les codes, les chartes, l'éthique aussi comme, pratique personnelle, position personnelle, peut être un facteur d'apaisement, de prévention de conflits? Justement, c'est l'éthique qui apaise. Pourquoi? Pour ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que elle invite à reconnaître l'autre comme une altérité. Euh, c'est quoi le conflit? Le conflit, c'est quand on refuse de reconnaître l'autre dans son altérité, soit on le vit comme un autre que soi qui est en concurrence, hein, c'est toutes les, j'ai été nourri des thèses de René Girard hein, sur la violence et le sacré, etc. Et donc ce souci, cette envie, ce désir d'imiter l'autre, ou cette peur d'être imité par l'autre. Donc c'est quand on n'est plus dans un positionnement éthique que la violence naît, parce que l'autre n'est pas reconnu dans cette distance nécessaire, et on cherche soit à l'abolir, cette distance, parce que on voudrait qu'il nous ressemble, soit on cherche au contraire à l'étendre le plus possible parce qu'il est une menace, et donc on le met à l'autre bout, et donc il est tellement loin que c'est plus une altérité, il n'existe plus. Voilà. Donc je pense que l'éthique est là justement dans ce rappel permanent de l'altérité de l'autre et de la reconnaissance de l'altérité de l'autre comme une richesse. Finalement, c'est l'altérité de l'autre qui me rend plus intelligent, qui me rend plus riche. Bon, alors, et c'est ça qui est apaisant. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que l'autre dans son altérité, quelque part, il me menace aussi. Il est plus intelligent que moi, il est plus beau que moi, il est plus riche que moi. Euh,
Mais il me renvoie aussi à ce que je suis, et si je nie cette altérité, je rentre en conflit. Donc on a besoin plus que jamais d'éthique et de reconnaissance de l'autre dans sa différence, plus que jamais. Oui. Mmh. Le, ont été créés récemment, les référents déontologues. Qu'est-ce que vous en pensez entre les référents déontologues, la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte? On a aussi des textes qui ont été produits, publiés, hein, sur la transparence de la vie publique. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là, à l'œuvre actuellement, et ces dernières années accéléré sur cette émergence et aujourd'hui existence de ces référents déontologues, des institutions sur la transparence de la vie publique, les déclarations d'intérêts, de patrimoine, voilà. Quelle analyse vous portez sur ces changements, ces évolutions? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître curieux, je me méfie de la transparence. Parce que je pense que il faut la prendre au sérieux et pousser à son excès. Vous savez ce que c'est quelqu'un de transparent, quoi. C'est quelqu'un qui n'existe plus. Voilà. Mais ça, je fais ça un peu par provocation, quoi, en disant c'est tellement transparent qu'on ne les voit pas. Quand on dit de quelqu'un qu'il est transparent, il n'existe plus. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie plutôt de dire que il faut rendre transparent ce qui ne peut rester dans l'obscurité. Et ce qui ne peut rester dans l'obscurité, notamment pour des agents publics, c'est tout ce qui relève de conflits d'intérêts. D'où la nécessité de publier un certain nombre de données. Bon. Et la transparence, elle a ses limites. Donc, je me méfie un peu de ce souci de transparence, et puis on le voit par exemple avec la publication des agendas des élus. Bon, très bien, mais ça posera un jour des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui voudront plus aller voir d'élus, tout simplement. Bon. Alors qu'on publie la liste des lobbyistes, qui permet de vérifier si effectivement où est-ce qu'ils sont présents, ce qu'ils font, etc. C'est autre chose. Mais les agendas des élus, je trouve que c'est d'une extrême, enfin, c'est extrêmement dangereux. Les élus ont aussi le droit, en tant qu'élus, de rencontrer en confidentialité un certain nombre de personnes, de discuter avec eux. Moi, je vous le dis très franchement, mon agenda, il est ouvert à mes collaborateurs. Les DG ont accès à mon agenda, mais il y a des agendas où il y a des rendez-vous qui sont marqués privés, et puis ils remarquent. Et c'est pas parce que j'ai à me cacher, mais c'est que j'ai à protéger l'autre qui vient aussi me voir et qui a envie de me dire des choses. Si je reçois un agent qui m'a fait savoir qu'il y avait des choses confidentielles qu'il voudrait me dire, c'est pas tout à fait mon rôle, mais je peux aussi l'assumer. Voilà. Et puis, j'ai pas non plus, enfin, il faut que je protège aussi les gens qui viennent me voir. Donc, je me méfie un peu de ce souci de transparence, mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de raison de laisser dans l'obscurité ce qui doit être porté à la lumière. Enfin, c'est un peu ça les choses. Après, sur les déontologues, je pense que c'est extrêmement utile. Pourquoi? C'est parce que pendant trop longtemps, on a considéré que la déontologie était une affaire d'application de règles. Et donc, celui qui pouvait dire quelque chose, avoir une parole intelligente sur les règles, c'était le chef, quoi. Bon. Le chef, il savait. Bon, puisqu'il savait interpréter les règles, il était plus intelligent que son collaborateur, et plus vous montez dans la hiérarchie, et plus le chef est censé être intelligent, et donc plus il sait. Bon, on s'aperçoit que tout ça, heureusement, est un peu daté. Hein. Bon. Mais les déontologues, c'est extrêmement important parce qu'ils sont justement positionnés hors ce système hiérarchique et hiérarchisé. Et donc, ils ont un regard dénué de cette tension hiérarchique parce que
dans une situation hiérarchique, il y a forcément une tension, et pas forcément une tension malveillante, mais une tension. Et la qualité d'écoute d'un directeur général des services n'est pas la qualité d'écoute d'un déontologue. Moi, de suite, quand j'écoute, j'ai de suite d'autres intentions, j'ai d'autres objectifs, j'ai le fonctionnement de la machine. Donc, je vais pas, quand je vais écouter quelqu'un, je vais l'entendre dans son altérité, mais de suite, j'ai la machine à faire fonctionner. Et donc, je vais faire un lien de suite entre ce qu'il me dit et puis la machine. Bon. Le déontologue, il va d'abord écouter et s'interroger par rapport à des règles, par rapport au positionnement de l'autre. Donc ça, c'est un mouvement extrêmement, je trouve extrêmement positif. Là où j'ai un point d'attention, c'est que je pense qu'il est extrêmement dangereux d'avoir dans les institutions comme les nôtres un seul déontologue. Parce qu'un jour, il sera posé en position de gourou. C'est la solitude est extrêmement dangereuse. Je crois au collège de déontologues. Voilà. Partout où je passe et où on me demande de créer cette fonction de déontologue, à chaque fois, je renvoie à la question de la collégialité, en disant Mmh. trois personnes qui constituent dans la collégialité, c'est-à-dire dans leur capacité à délibérer sur un certain nombre de sujets, c'est cette fonction délibérative qui crée, je trouve, la sagesse du déontologue. Donc attention de ne pas faire du déontologue le deus ex machina hein, de l'éthique et du respect d'un certain nombre de valeurs et celui qui dénouerait toutes des situations un peu compliquées. Je crois que sur ces fonctions-là qui sont très compliquées, chargées de rapports humains, d'enjeux institutionnels, je crois très important d'instituer cette fonction collégiale. C'est le délibéré qui fait Mmh. que la parole devient plus intelligente. Mmh. Mmh. Le délibéré peut aussi fonder l'éthique et aider à forger l'éthique. Le délibéré, c'est justement la capacité de plusieurs personnes Mmh. de dialoguer. Voilà. Mmh. Et Mmh. alors, je pense pas que le délibéré, enfin, il faut se méfier du délibéré comme la recherche du consensus, quoi, parce que je me méfie un peu du consensus. Le consensus, surtout quand il se fait un peu par mollesse, quoi. Enfin, Mmh. bon, je crois que le délibéré, y compris s'il exprime des positions divergentes, il les exprime à l'issue d'un débat. Voilà, d'un débat contradictoire. Bah, si à l'issue du débat contradictoire, il y a deux positions, bah, il y a deux positions. Et après, chacun est renvoyé à son rapport aux positions. Je ne cherche pas dans le délibéré à quelque chose qui, voilà, qui serait la parole consensuelle, quoi, surtout à Mmh. minima. Mmh. Si les points de vue se rapprochent très bien, ça veut dire quelque part on gagne une intelligence. S'ils ne se rapprochent pas, ça veut dire que les situations sont difficiles aussi et qu'on ne peut pas trancher de manière assez simple. Quoi, voilà. Mmh. Alors pour, terminer cet entretien, hem, en tant que dirigeant, avez-vous une exigence éthique vis-à-vis de vos collaborateurs, des personnes avec lesquelles vous travaillez? Ah oui, j'ai une exigence éthique, c'est de ne pas faire semblant. Voilà. Euh, j'ai beaucoup de mal avec des collaborateurs, des interlocuteurs qui cherchent à ne pas être ce qu'ils sont et qui se cachent derrière des faux semblants, des faux qualificatifs, des fausses idées. Voilà. Donc, c'est pour moi une exigence éthique très forte. On se dit les choses dans le respect évidemment de ce qu'on est les uns et les autres, mais ça c'est le premier point. Le deuxième, la deuxième exigence éthique, vous l'aurez compris à travers tout ce que je vous dis, c'est que notamment chez les managers, on respecte l'autre. Voilà, ça c'est extrêmement important aussi. Euh, L'autre est une personne. C'est cette personne qui nous incombe, qui est de regarder et d'accompagner, de travailler avec. Alors sans complaisance, hein, moi je ne vis pas dans un monde de béni oui-oui et j'ai quelquefois la réputation d'être un peu dur aussi dans mes exigences et dans mon rapport à l'autre. Hein, voilà, je suis quelquefois un peu franco de port. Mais c'est cette exigence à la fois d'être soi et de considérer qu'en face, il y a toujours une personne. Voilà avec quelquefois ses défauts, ce qu'on voit en premier,
mais quels que soient les défauts de l'autre, quelles que soient les limites de l'autre, ne jamais le limiter justement à ses limites, quoi. Voilà, voilà. Il Mmh. est quand même, il est toujours autre, quoi. Voilà. Nous, nous ne voyons qu'une facette des gens dans leur situation professionnelle. Alors, n'empêchons pas aux autres d'être différents dans ce qu'ils montrent, quoi. Différent, mais présent, existant, authentique. Authentique, oui. Alors, toute la difficulté dans nos organisations, c'est un, s'assurer que l'autre est présent, parce que quelquefois, on a des modes de relation à l'autre qui sont complètement absents. Et puis l'authenticité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a quand même eu des générations de fonctionnaires auxquels on Oui. demandait de faire un peu semblant, quoi. Voilà. Il ne faut Mmh. pas dire ce que tu penses, il faut surtout ne dis pas ce que tu penses, quoi. Quand tu écris quelque chose, ne dis pas ce que tu penses, quoi. Mmh. Mmh. Il y a quand même toute une génération de fonctionnaires qui a été formée à cette non-éthique, on va dire, en tout cas à cette morale de travail, mais qui pour moi est non éthique. Et donc, il faut faire exister l'autre dans l'authenticité de ce qu'il est, sans le forcer pour autant, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être cachés, mais lui faire comprendre en tout cas que l'authenticité, elle est permise, quoi. Voilà. Oui et donc je suis intéressée par ce que vous dites, parce que là, on introduit le management, c'est-à-dire de quelle manière on permet à l'autre d'être ce qu'il est et qu'est-ce que quel, dans quel est le fonctionnement de l'organisation et comment je manage, dans quelle est la relation que j'instaure et le climat que je suis capable aussi d'instaurer, d'entretenir, de manière à ce que, l'altérité puisse, exister, être prise en compte, que l'autre, soit reconnu pour ce qu'il est. Ça, c'est un enjeu managérial. Alors, c'est vrai, c'est un enjeu managérial. Alors, on peut avoir des pétitions de principe, et donc édicter un certain nombre de règles, de fonctionnement. Bon. Je pense que ça passe aussi beaucoup par les attitudes. Et quand je me déplace, et je me déplace régulièrement dans les services pour rencontrer les agents, euh, et c'est vrai que quand le directeur général des services va dans les services, c'est pas toujours facile pour les agents de rentrer en communication avec lui. Qu'est-ce qu'on lui dit, voilà. Et en général, j'essaie d'accrocher mon regard sur euh, quelque chose dans le bureau. Quelque chose visiblement qui tient à cœur à la personne qui est assise au bureau puisqu'elle l'a mise. Alors, j'essaie d'éviter les commentaires sur les photos personnelles, par exemple, les photos des enfants, etc. Bon, je pense que là, j'irai dans une intimité qui n'est pas, Mmh. bonne, qui n'est pas saine, voilà, parce que ça regarde pas le directeur général des services. En revanche, il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a une affiche, il y a un dessin, il y a une plante, il y a un positionnement, voilà. Et c'est à travers cette accroche qui fait que l'autre est de suite une personne, quoi, et n'est pas uniquement le fonctionnaire assis à sa table à qui on dit bonjour, vous êtes madame un tel, vous êtes catégorie B, vous faites quoi ici, bon. D'accord, mais vous pouvez commencer par ça, quoi. Voilà, c'est une carte postale qui est affichée, dit ah, vous connaissez cet endroit-là, etc. Bon, et ça permet d'engager une relation plus personnelle qui doit s'arrêter là, quoi. C'est simplement Mmh. la porte d'entrée dans une relation et qui doit inviter à une forme d'authenticité. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans une intimité, parce que ça, je crois que c'est Mmh. extrêmement malsain. C'est pas le rôle, mais de montrer que l'autre n'est pas que le fonctionnaire numéro machin dans un organigramme positionné à tel endroit. Bon, ça, on le sait, mais c'est pas comme ça qu'on rentre en relation, quoi. On rentre en relation à travers une authenticité. Et je trouve que les bureaux expriment souvent quelque chose de l'authenticité de la personne. Mmh. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous.